Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre et merci tout d'abord aussi à l'équipe de Ose la Science qui m'a permis d'intervenir aujourd'hui sur l'intelligence artificielle et le cerveau, ou plutôt le cerveau et l'intelligence artificielle. Je m'appelle Gianni Franco, je suis médecin neurologue, je travaille au CHU-UCL Namur, site de Dinan, et j'interviens surtout comme membre de l'EPLC, Ensemble pour le cerveau, et du Badger Brain Council. Pour vous emmener dans cette dynamique particulièrement intéressante qui nous ouvre à l'avenir, j'ai choisi de vous présenter plusieurs thématiques. La première, en introduction, pour définir l'intelligence artificielle, l'intelligence émotionnelle, qu'est-ce que penser? La deuxième, comment fonctionne le cerveau? La troisième, intelligence artificielle en médecine. La quatrième, intelligence artificielle perspective, limites et dangers. La cinquième, intelligence artificielle au service de l'être humain. Et enfin, la conclusion, et l'avenir à taille humaine augmentée. Nous allons commencer peut-être par définir ce que c'est que l'intelligence, qui, comme vous le savez, est une thématique particulièrement galvaudée et peu précise. Si on prend le terme intelligence, du latin intelligentia, on parle de choisir entre, de ramasser parmi. Mais certains y voient aussi les termes interligurés, mettre ensemble, faire du lien. Donc l'intelligence, c'est choisir, faire du lien, comprendre, apprendre et s'adapter à des situations nouvelles ou modifier l'environnement pour l'adapter à ce que l'on a décidé. C'est donc la capacité à traiter l'information pour atteindre des objectifs. Par ailleurs, l'intelligence artificielle, qui est liée non pas à l'être humain, ou en tout cas aux êtres vivants, mais à une machine, c'est la capacité à correctement interpréter des données externes, d'apprendre de ces mêmes données et d'utiliser ces enseignements afin de réaliser des objectifs et des tâches spécifiques avec une adaptation flexible. On trouve cette intelligence artificielle en médecine, à l'armée, la robotique, la logistique, les transports, les industries. Et le but de cette intelligence artificielle, de l'IA, c'est le transhumanisme, qui est un courant de pensée selon lequel les capacités physiques et intellectuelles de l'être humain pourraient être accrues grâce aux progrès scientifiques et techniques pour arriver peut-être à ce qu'on appellera l'être humain augmenté. Ce qui nous différencie tout de même de l'intelligence artificielle, c'est l'intelligence émotionnelle, qui est encore difficile à définir. L'intelligence émotionnelle, c'est la capacité à percevoir ses propres émotions, ainsi que celles des autres, à les comprendre, à les utiliser et à les réguler pour atteindre un objectif clairement défini. Cela met donc en avant une connaissance précise, puis une analyse rationnelle des émotions, ce qui va nous permettre de contextualiser les faits analysés et de susciter une créativité adaptée pour innover. Une machine peut analyser, en tirer des conclusions et faire apparaître une réalité mathématique que nous ne connaissions pas. Mais elle est incapable d'inventer, car pour inventer, il faut penser. Et comme disait M. Labardière, qui est un ingénieur philosophe belge, que j'ai entendu dans une conférence internationale sur l'IA, il se posait la question, qu'est-ce que penser? On pense en fait en simplifiant, pour mieux comprendre. La technologie des avions n'a pas grand-chose à voir avec les oiseaux. C'est une invention créée parce que nous avons eu la capacité de nous détacher de ce que l'on voulait imiter, l'oiseau, et qu'on ne parvenait pas à imiter car trop complexe à comprendre. Pour créer, pour inventer, il faut apprendre à choisir comment simplifier, à remplacer les causalités des événements par l'incertitude et à décider d'avancer malgré cette incertitude afin de réinventer la réalité sous d'autres facettes. La machine ne peut pas penser, elle analyse, elle compare et donne un résultat mathématique. Pour penser,
il faut apprendre à simplifier. Il faut apprendre à oublier pour découvrir, inventer. Peut-on apprendre une machine à oublier des données? Je n'en suis pas certain. Le deuxième paragraphe, la deuxième thématique à développer, c'est effectivement vous montrer la richesse de notre cerveau. Cet organe qui est à la pointe de notre complexité, qui est sous-tendu en particulier et entre autres par la mémoire qui est le fil d'Ariane entre notre personnalité et notre identité. Ce cerveau, une masse gélatineuse d'environ 1,3 à 1,5 kg, plus lourd chez l'homme que chez la femme, mais chez la femme apparemment il est plus rapide. Ce cerveau qui fait à peu près 2% du poids corporel et qui pourtant draine environ 20% du débit sanguin et de ses nutriments, donc c'est dire la fonctionnalité, l'hyperfonctionnement de cet organe particulièrement important dans notre corps. Ce cerveau ne tire pas sa richesse de sa masse, de son volume, mais du nombre de cellules. Ces cellules, des neurones, pour chacun d'entre eux, donnent un message, le font véhiculer par l'axone, qui va déverser un neurotransmetteur, qui va donc produire ce message à d'autres neurones. Cela va former un réseau de neurones. Nous avons environ 100 milliards de neurones dans le cerveau. 100 milliards. Aidés en plus par différentes autres cellules, les astrocytes et les microglies. 100 milliards de neurones qui, pour chacun d'entre eux, sont liés à 1000 à 10 000 autres. Ce qui fait environ 1 million de milliards d'interactions. 1 million de milliards de synapses, ces interactions, dans lesquelles fusent les neurotransmetteurs que sont la sérotonine, l'acétylcholine, la dopamine et autres aussi. Pour ces 100 milliards de synapses d'interconnexion, nous n'avons que 22 000 gènes pour les coder, pour les adapter, pour les nuancer. C'est-à-dire qu'il y a de la place pour que cette adaptation se fasse aussi grâce à l'apprentissage. Donc, l'apprentissage sert à créer de nouveaux réseaux. Et si ces réseaux fonctionnent de façon harmonieuse, c'est la bonne santé cérébrale. Si c'est la dysharmonie, c'est le chaos et c'est la maladie. Et avant qu'on entre dans le chaos, il faut détecter les signes prémonitoires de façon à empêcher ce chaos et à empêcher qu'on entre dans ces dysharmonies. Si nous regardons un peu le cerveau de façon, je dirais, macroscopique, nous apercevons qu'il y a donc deux hémisphères liés l'un à l'autre parce qu'on appelle le corps calleux, parce que l'un et l'autre sont liés dans leur fonctionnement et sont complémentaires. En gros, l'hémisphère droit, c'est l'hémisphère de l'abstrait, de la fantaisie. L'hémisphère gauche, c'est l'hémisphère de concret, du calcul par exemple, et du langage. Cela veut dire que finalement, lorsque vous lisez une partition, vous allez la lire note par note avec l'hémisphère gauche, et vous allez la fredonner avec votre hémisphère droit, de façon à ce qu'effectivement, cette musique prenne forme dans votre esprit et puisse vous faire épanouir. Quand on regarde le cerveau, ces deux hémisphères, nous les avons artificiellement séparés en différents lobes. 6 lobes, dont 4 externes et 2 internes pour chacun des hémisphères. Nous avons par exemple à l'arrière le lobe qui s'occupe de la vision. Ici, à côté de l'oreille, le lobe temporal, le lobe qui s'occupe de l'audition. Un peu plus haut, de la compréhension des choses que l'on nous dit. Ici au-dessus, la motricité, qui est d'ailleurs DQC, puisque l'hémicorps gauche est géré par l'hémisphère droit et vice-versa, comme vous le savez, comme la sensibilité un peu en arrière. Ici devant, nous avons la parole, la dénomination, le choix du mot à dire, et là-bas, le lobe frontal qui est le grand orchestre, le chef d'orchestre qui va tout gérer et tout coordonner. Et à l'intérieur, c'est tout ce qui est sensorialité, le plaisir, la libido, etc. Mais le plus important aussi à l'intérieur, c'est le circuit de Papez, une espèce de plateforme dans laquelle vont transiter les différents souvenirs. Souvenirs qui vont être captés par les différents lobes qui sont liés aux fonctions concernées. Par exemple, un souvenir visuel sera repris par l'occiput. Un souvenir auditif sera repris par l'aude temporale. Tout cela va transiter par ce circuit de Papez, et qui est le circuit de Papez qui va envoyer les souvenirs vers l'hippocampe qui va les archiver.
Et ce qui est assez étonnant, c'est que l'hippocampe est contigu et proche des amygdales. Les amygdales sont c'est l'endroit où effectivement se gèrent les émotions. Et comme vous le savez, on ne peut encoder, restituer un souvenir que si effectivement il y a des émotions, comme par exemple la fameuse histoire de la Madeleine de Proust, qui effectivement Proust, mangeant sa Madeleine, se souvenait non pas seulement de la Madeleine, mais de l'odeur non pas seulement de la Madeleine qu'il mangeait chez sa grand-mère, mais de l'odeur de sa grand-mère, de l'odeur de l'ambiance qui y était liée. Maintenant, le plus important à discuter dans le contexte de cette intelligence artificielle que nous allons découvrir après, c'est effectivement la fonction de mémoire du cerveau, qui est particulièrement intéressante et intime. Et comme le disait Pascal, la mémoire est nécessaire à toutes les opérations de l'esprit, scolaire, professionnelle, quotidienne ou de loisirs. Pour chacun de nous, la mémoire garantit et construit l'identité, les connaissances, l'intelligence, la motricité, l'affectivité. Et pour avoir une bonne mémoire, nous devons pouvoir capter, coder, conserver et restituer les souvenirs. Et si l'une ou l'autre de ces fonctions est altérée, on a un trouble de la mémoire et donc ce qu'on appelle une amnésie. On ne sait pas très bien comment ça fonctionne, mais on sait tout de même qu'il y a plusieurs types de mémoire. Une mémoire à court terme, comme la mémoire de lecture, de travail, qui vous permet de savoir ce que vous lisez, ce que vous avez lu en début de page quand vous êtes à la fin d'une page d'un livre. Et puis les mémoires à long terme, qui vous permettent pour les mémoires implicites à effectivement pouvoir fonctionner sans y penser, comme les mémoires procédurales ou les mémoires déclaratives, qui vous font faire les choses sans y penser automatiquement, ou aussi les mémoires explicites, comme les mémoires épisodiques ou sémantiques, qui vous permettent de raconter une histoire ou d'étaler votre culture générale. Tout cela est complexe ou pas, c'est nuancé en tout cas, mais c'est surtout géré par le lobe frontal. Ce lobe frontal est particulièrement intéressant. Si vous rencontrez sur votre route un sanglier et vous faites un hématome cérébral sur le front, le cerveau va bien fonctionner, mais si le frontal ne fonctionne pas bien, tout sera désordonné et inefficace. Le cerveau, en fait, ne fait pas canaliser. Le cerveau a besoin de créer. C'est un simulateur inventif qui fait des prédictions sur les événements à venir. Il fonctionne tout comme un simulateur, un émulateur de réalité. Le cerveau est un simulateur au sens de simulateur de vol, comme dans les avions de chasse. C'est l'ensemble de l'action qui est jouée dans le cerveau par les modèles internes de la réalité physique, qui ne sont pas des opérations mathématiques dans une machine, mais de vrais neurones, dont les propriétés de forme, de résistance, d'oscillation, d'amplification répondent et s'adaptent au monde extérieur. Voyons maintenant l'intelligence artificielle en médecine. Une des premières fois que l'intelligence artificielle a été révélée au grand public, c'est dans le film L'Odyssée de l'espace en 2001, où il a été question du test de Turing, ou jeu d'imitation, qui datait en fait de 1950, créé par le fameux Turing. Le test de Turing est une proposition du test d'intelligence artificielle, fondée sur la faculté d'une machine à imiter la conversation humaine. On va isoler dans une pièce un être humain, et dans une autre pièce, on va mettre ensemble un être humain et une machine. Et on va demander à l'être humain qui est isolé de faire la part entre l'être humain qui parle et la machine qui parle, et de pouvoir dire là, c'est l'être humain qui parle, là, c'est la machine qui parle. Et s'il n'y parvient pas, c'est que la machine a effectivement réussi le test et qu'elle a pu supplanter, ou en tout cas être équivalente dans son discours sémantique à l'être humain. Naturellement, depuis lors, les techniques se sont multipliées, se sont affinées, et dans une conférence à laquelle j'avais assisté de Giovanni Brigande de l'Université de Mons, il parlait effectivement des techniques, des medtech, des techniques de médecine évoluée, augmentées, mises à la disposition de la santé. En signalant tout de même que
Dans cette collaboration obligée entre les médecins, les universités et l'industrie ayant plus de moyens, cette collaboration est fameusement supplantée en faveur des industries. Et c'est là le danger. Par exemple, en cardiologie, la firme Apple a pris en main la détection de la fibrillation auriculaire. Cette fibrillation auriculaire qui est un trouble du rythme cardiaque qui va, lorsqu'elle est effectivement mal gérée, donner naissance à des emboles, à des caillots qui vont provoquer des accidents vasculaires cérébraux, par exemple. L'idée est bonne, elle est géniale et très efficace. Le problème, c'est que, en plus de détecter la fibrillation auriculaire, maintenant on en vient à détecter le bon fonctionnement ou pas du cœur pour dire qu'il soit sain ou pas. Et lorsqu'on associe cela aux intérêts des compagnies d'assurance, cela va finir par faire en sorte que les compagnies d'assurance vont pouvoir décider qui ils assurent, qui ils n'assurent pas. En diabétologie, par ailleurs, la firme Medtronic a mis en place un système de détection du glucose, du sucre en sous-cutané, en continu. C'est particulièrement intéressant, sauf naturellement lorsqu'il y a un problème informatique, mais ça relève naturellement de l'accident. En neurologie, en épilepsie, l'innovation est particulièrement intéressante. On peut, par des moyens intracrâniens, détecter ou prévoir presque, prédire la survenue d'une crise d'épilepsie, pour les épileptiques qui ont des crises répétées et difficilement gérées. On peut la prévoir et dès qu'elle se déclenche, on peut la juguler par une stimulation électrique appropriée. Donc détection, action rapide, en instantané, sans aucune conséquence. En anatomie pathologique, par contre, là, le médecin, progressivement, se fait un peu mettre à l'écart. L'intelligence artificielle, l'IA, produit tellement de coupes d'anatomie pathologique différentes et intéressantes qu'elle finit par donner un diagnostic sans même que le médecin n'intervienne. Naturellement, il faudra toujours pondérer, nuancer, mais la marge est tout de même faite pour le médecin. En radiologie, par contre, la détection, l'évaluation de la masse du cerveau pour détecter les atrophies, dans la sclérose en plaques pour détecter, mesurer et voir le volume des lésions de l'immunisation, eh bien, se fait aussi de plus en plus par l'intelligence artificielle, mais là, nous avons besoin, et heureusement d'ailleurs, de la nuance des radiologues. Et en cancérologie, ça va encore plus loin. l'IQVIA, qui est une application particulière en cancérologie, permet en fait, presque sans l'aide du médecin, de donner le diagnostic du cancer, de quel type de cancer il s'agit, et quel traitement le plus approprié. Et ce traitement peut être réévalué en fonction de l'évolution du cancer en question. Le problème qui se pose, c'est que le cancérologue, naturellement, a son expérience de terrain, et au fur et à mesure, vu la charge de cette responsabilité, on ne sait pas très bien quel va pouvoir être son pouvoir de dire, en ce qui me concerne, je décide de ne pas utiliser l'application pour le cancer alors qu'on me dit qu'elle est particulièrement intéressante et performante. Donc il faut vraiment opposer de fameux arguments d'expérience de terrain pour prendre position. Et d'autre part, lorsque cette intelligence artificielle arrive à nous donner un résultat qui n'est pas adapté, qui n'est pas juste, qui n'est pas performant et qui peut même être particulièrement destructeur pour l'évolution de la personne, qui en sera le responsable? Le concepteur de l'IA ou bien le médecin qui se sera laissé conduire par l'intelligence artificielle? Giovanni Briganti, dans sa conférence sur les techniques de médecine avancée, abordait aussi celle de la médecine personnalisée, les tests génomiques. C'est-à-dire en fait la capacité que nous avons de plus en plus de profiler génétiquement une personne pour lui dire vous allez être à même, vous allez avoir autant de pourcentage de risque de développer dans votre vie, à court, à moyen ou à long terme, une maladie chronique, par exemple ici une maladie de Parkinson. Et donc là, ça pose un autre problème, naturellement. Vous allez dire à quelqu'un, vous avez un profil génétique qui vous donne 70% de risque d'avoir une maladie de Parkinson ou d'avoir un Alzheimer, par exemple, ou autre chose. Et comment est-ce que vous allez pouvoir contracter un prêt pour acheter une maison
comment est-ce que les compagnies d'assurance vont réagir, alors que finalement, on a parlé de pourcentage de risque, d'une statistique. La personne n'est pas une statistique, elle peut se trouver en dehors de la statistique. Il y a aussi une porte ouverte pour ces tests génomiques vers l'eugénisme, comme on pourrait peut-être le penser dans certains pays loin de la Belgique, heureusement, mais pas si loin que cela, comme la Chine, où effectivement cet eugénisme est en train de se peaufiner. Après les tests génomiques, il a abordé le problème des téléconsultations. Et là, c'est effectivement un problème qui nous touche de près sur le terrain, qui est particulièrement intéressant. Le seul problème, c'est que en Belgique, la législation n'a pas suivi encore, alors que par exemple en France, déjà en 2018, la téléconsultation chez le médecin est de façon tout à fait régulière et bien structurée. Il faut savoir qu'environ 30% du temps du médecin est pris par des obligations administratives, la recherche de documents, le remplissage de certificats, etc. Si l'intelligence artificielle peut prendre cela en charge, et si en plus elle peut permettre à d'autres intervenants de la santé, comme une infirmière spécialisée par exemple, d'avoir le premier contact avec le patient, cela va donc réduire la charge de consultation du médecin qui va pouvoir effectivement voir plus longtemps et de façon plus appropriée et plus efficace le patient en question. L'intelligence artificielle, l'IA, va donc pousser aussi non plus à travailler en silo, c'est-à-dire de manière isolée, sans lien étroit ni partage d'informations extérieures, mais plutôt de travailler en écosystème, c'est-à-dire sur un modèle interdisciplinaire large, dans un réseau où le médecin côtoie les pharmaciens, les paramédicaux au sens large, mais aussi l'ingénieur, l'informaticien, le développeur, etc. Mais il restera responsable, le médecin. Il restera responsable s'il utilise la machine, ou cette responsabilité sera partagée. La législation doit encore nuancer tout cela. Alors la question qu'on pose souvent et que les médecins se posent, c'est est-ce que l'IA, l'intelligence artificielle, va remplacer les médecins? C'est une bonne question, ou plutôt c'est une mauvaise question. Parce que l'IA, l'intelligence artificielle, va favoriser les médecins ingénieurs qui seront plus performants que les médecins qui n'utilisent pas l'IA. Donc la vraie concurrence ne se portera pas entre l'IA et les médecins, mais entre les médecins qui utilisent l'IA et ceux qui n'utilisent pas. L'université Humanitas à Milan a déjà mis sur pied des formations conjointes qui créent des médecins ingénieurs. C'est ça l'avenir, incontournable. Et du côté patient? Eh bien, du côté patient, cette IA va permettre peut-être d'entrer dans ce qu'on appelle la médecine en 4P. 4P. Elle sera prédictive, préventive, de plus en plus personnalisée et participative. Et pour parfaire le tableau, comme en parlait Christophe Lalla du General Electric Healthcare, la société sera aussi meilleure, améliorée, en rencontrant grâce à l'IA 4 grandes problématiques qui se posent déjà actuellement. Des coûts de santé qui vont croissant, les difficultés d'accès aux soins même dans les pays riches, la garantie de la qualité des soins et de la gestion de l'explosion de la quantité de données. L'IA devrait aider aussi à mieux choisir le bon diagnostic, le bon acte, le bon traitement, le bon suivi, basé sur l'analyse des datas nombreuses. Avec l'objectif, toujours, de ne plus rester sur du curatif, mais d'aller vers du prédictif et donc du préventif. Et tout cela dans le respect naturellement de la vie privée, du secret médical, du droit individuel à l'accès, à la rectification et à la suppression des données personnelles. Et comme vous le savez, sur ces points-là, on n'en est encore nulle part. Il y a encore beaucoup de travail sur la sécurisation des données. On avance. Peut-être, sans doute. Je voudrais maintenant vous parler de l'intelligence artificielle, perspectives, limites et dangers. La puissance informatique maximale d'aujourd'hui, c'est 33 millions d'informations par seconde, alors que le cerveau fonctionne avec 1 million de milliards de synapses, donc on n'est pas encore dépassé. Toutefois,
l'évolution du cerveau est très lente alors que les capacités de l'informatique sont multipliées par 1000 tous les 10 ans et par 1 million tous les 20 ans. Et peut-être que les algorithmes vont pouvoir être générés par eux-mêmes avec le deep learning. L'IA, ce doit être une approche apprenante, collaborative. Plus on l'utilise et plus c'est efficace. L'IA doit rester un outil d'incitation, d'ouverture de voie, qu'il nous faut apprendre à gérer sans se faire dépasser. Et cela doit s'apprendre dès le plus jeune âge. L'IA, l'intelligence artificielle, change les processus et les valeurs. C'est le principe d'une révolution industrielle. On ne peut pas se permettre de rater le train de l'IA. Un rapport d'une NIBC aux États-Unis en 2002, qui en fait est une espèce de consortium de plusieurs industries et de la recherche qui promouvait le transhumanisme via les techniques avancées, a mis cela en exergue. NIBC, c'est l'acronyme d'une révolution annoncée, avec NIBC, la nanotechnologie, regroupant l'ensemble des techniques au niveau atomique et moléculaire, la biotechnologie, incluant l'ingénierie génétique, avec l'annonce des premiers clones humains, l'informatique, qui pourrait conduire à des nouveaux modes de traitement de l'information, comme l'ordinateur quantique, et enfin les sciences cognitives, dont l'objectif ultime est la compréhension totale du fonctionnement du cerveau humain et pour lesquelles le décodage du génome humain devrait jouer un rôle majeur. Selon le rapport NIBC, il faut fédérer ces 4 points afin d'avancer dans le transhumanisme, l'amélioration de la condition humaine, intellectuelle et physique, grâce aux techniques. Il faut toutefois noter que dans ce rapport, d'une part, les aspects éthiques et moraux sont largement absents, et puis d'autre part, se rappeler que l'amélioration de l'humain ne relève pas seulement que d'une problématique technique. Il y a autre chose, heureusement. Parlons maintenant de l'intelligence artificielle au service de l'être humain. Ça, c'est important tout de même. Comme l'évoquait encore récemment Lara Vigneron, qui est cofondatrice et coordinatrice de WELL, c'est le Living Lab wallon qui défend une technologie au service de l'humain et de la santé, elle déclarait « Les technologies ont une place importante dans le secteur de la santé et cette place ne va faire que grandir. Mais nous devons décider du rôle que ces technologies vont avoir dans notre société. » Avec Techno 2030, la Fondation Roi-Baudouin et les fonds du docteur Daniel de Koning a réuni un groupe de développeurs de technologies de santé, de chercheurs, de professionnels des soins et de représentants d'associations de patients et d'aidants proches pour répondre aux questions qui leur semblaient intéressantes, qui sont quel rôle souhaitons-nous accorder à la technologie dans le maintien de notre qualité de vie liée à la santé? À quoi les innovations technologiques doivent-elles répondre aujourd'hui et à l'avenir? Comment traitons-nous les données personnelles de santé? Et comment pouvons-nous anticiper plutôt que de subir? Cette publication présente 8 principes pour une technologie à dimension humaine et ouvre les scénarios du futur. Comme l'évoquait Lara Vigneron de WELL, ces 8 principes peuvent être résumés en 3 mots. Confiance des utilisateurs envers les innovations via la transparence et la collaboration. Encapacitation des patients pour choisir et utiliser ces technologies à bon escient. Et enfin, durabilité dans une vision éthique et plus globale de la santé. Confiance, encapacitation et durabilité. En conclusion, je vais vous parler de l'avenir à la taille humaine augmentée. C'est ce que défendent aussi les ASBL tels que l'EPLC, Ensemble pour le cerveau, Together for the Brain, et le Badger Brain Council dont je fais partie.
le défi est effectivement de promouvoir une réelle multidisciplinarité synergique entre tous les intervenants de la santé, qui sont des domaines de la recherche, du terrain, de première ligne ou spécialisés, des domaines médicaux, des pharmaciens, des paramédicaux au sens plus large, infirmières, kinés, logopèdes, psychologues, neuropsychologues, aides familiales, services sociaux, mutualités et autres, et aussi des industries pharmaceutiques et les développeurs de l'intelligence artificielle. Ce défi vise à répondre aux véritables attentes et besoins des personnes, patients et conjoints aidants sur le terrain, qui sont non seulement la cible, mais aussi des acteurs participatifs à cette médecine de prévention, peut-être prédictive, et non pas seulement curative. Elle se veut promouvoir une médecine des 4 P, préventive, prédictive, personnalisée et participative. Il faut pour cela aussi tenir compte de l'impact sur l'économie des maladies et de plus en plus du coût indispensable de la préservation de notre santé, avec une question qui semble de plus en plus prégnante. L'économie et l'intelligence artificielle peuvent-elles avoir une âme? Et pour y arriver, le PLC, Ensemble pour le cerveau, soutenu par le Belgian Brain Council, multiplie depuis au moins 2006 les manifestations de sensibilisation et de formation pour tout public, afin de créer un réseau de sentinelles compétentes, des lanceurs d'alerte pour une détection précoce des maladies du cerveau et de leurs complications, en nous ouvrant à l'intelligence artificielle, avec par exemple l'application Neuropath, qui est en cours de construction sur le plan neurologique et à laquelle nous participons. Je voudrais finir par vous lire une phrase d'un de mes amis, feu le professeur Pierre-Philippe Druet, philosophe et humaniste de l'Université de Namur et de l'Université de Liège, qui disait ceci. L'homme est plus que son être présent. En quelque sorte, il est ce qu'il peut devenir et qu'il choisit librement.